Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Eric Chazeran, qui est le fondateur de Catecon. Bonjour Eric. Bonjour Benjamin, ça va? Très bien, merci. Écoute, bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Est-ce que tu peux te présenter et notamment présenter ton parcours avant de la création de Catecon, s'il te plaît? D'accord. Bah, écoute, je m'appelle Eric Chazeran, j'habite dans le Beaujolais. Je suis papa de trois enfants qui sont petits, puisque ils ont 4 ans et demi, 3 ans et demi et 2 ans. Je le dis parce que dans ma vie de chef d'entreprise, c'est un driver hyper important, le rythme de mes enfants. Et avant de créer mon entreprise, avant de créer Catecon, j'étais journaliste en presse quotidienne régionale dans un groupe qui a été racheté par Le Progrès en 2013. C'était le groupe Est Bourgogne Média avec le journal de Saône-et-Loire et Le Bien Public. Et en fait, j'ai fait toutes mes armes professionnelles entre 2004 et 2015 dans la presse locale. Et quand j'ai quitté le métier en 2015, je me suis lancé dans l'accompagnement des entreprises, à mon compte d'abord, en micro-entreprise, sur des projets qu'on appellerait aujourd'hui, mais ce n'était pas le terme à l'époque, des projets à impact, donc Ok, environnementaux et sociaux principalement. Et j'ai d'accord. créé en 2020. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, tu étais dans la presse papier. Ouais, Euh, presse qu'est-ce qui papier. t'a donné envie de basculer et le goût de l'entrepreneuriat ou est-ce que c'est arrivé par accident? Voilà, j'aime bien toujours savoir, comprendre un peu le déclic. Ça paraît toujours linéaire, mais ça l'est rarement. Alors, c'est pas du tout linéaire. Non, non, il n'y a pas du tout de. Moi, je suis pas un entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire, j'avais pas la vocation de créer ma boîte. Comme certains de mes copains, là, je discutais avec un de mes témoins de mariage dimanche qui, lui, est entrepreneur dans l'âme. On n'est pas pareil. Clairement, on n'est pas fait pareil. Non, non, moi, j'ai quitté le monde de la presse parce que la presse écrite et la presse quotidienne, c'est un monde merveilleux. J'ai adoré mes années d'expérience là-bas. En revanche, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est une pression du quotidien. Il y a 24 à 48 pages blanches à remplir chaque jour, quoi. Ouais. Donc voilà, il faut imaginer que le rythme de travail est très intense. Les gratifications sont nombreuses, mais moi j'ai éprouvé à un moment le besoin d'aller vers autre chose. J'avais peut-être un peu le sentiment aussi d'avoir fait le tour de la question. Donc voilà, quand j'ai pris la décision à l'été 2015 de quitter, c'était une décision qui était mûrement réfléchie. En revanche, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Très clairement, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'avais une seule envie, c'était au départ de trouver un métier avec un rythme déjà, c'est-à-dire qu'une journée qui commence à une heure bien définie, qui Ouais. termine à une heure bien définie. Et puis j'avais envie aussi voilà, de découvrir une autre façon de travailler dans l'entreprise. Je pense que mon moteur numéro un, c'était d'être plus acteur du monde de l'entreprise que spectateur. Je mets des gros guillemets à spectateur, mais moi, quand j'étais journaliste, j'étais payé à raconter mes journées, en fait. Donc, Ouais. j'allais voir les gens, ils me parlaient de leur actualité et je racontais ce qu'ils m'avaient raconté. Donc, je racontais ma journée. Et j'ai éprouvé à la fin cette frustration un petit peu de pas, finalement, de pas être aux commandes, de pas avoir activé moi-même les leviers. Et comme dans le monde de la presse, ce qui me passionnait particulièrement, c'était l'actu économique, c'était notamment les chefs d'entreprise, comment est-ce qu'ils décident, comment est-ce qu'ils managent, comment est-ce qu'ils produisent et comment, en faisant tout ça, ils font un petit peu gaffe à tout leur écosystème. Je me suis très très rapidement tourné vers le monde de l'entreprise, mais pas d'abord en dirigeant. C'est-à-dire que je me suis offert un temps d'exploration. On va dire, je quitte fin 2015 et de 2016 à 2019, je suis à mon compte sur des missions parce qu'il faut bien bouffer, il faut être pragmatique. Ouais. Mais vraiment, je vais travailler dans une start-up, je travaille sur des projets associatifs en consultant externe, mais où je mets vraiment les mains dans le cambouis, où j'accompagne des jeunes dans des projets humanitaires, où voilà, je m'offre un petit peu tout ce panorama que j'avais pas eu quand j'étais journaliste. Ouais. Donc j'apprends, c'est un détail bête, mais j'apprends à construire une œuvre de service. J'apprends à organiser mon temps avec mes clients, j'apprends à faire du reporting, j'apprends à faire plein de choses, quoi, à piloter un petit peu des projets. Je passe en mode gestion de projet sur le terrain. Et puis, c'est quand je me marie, en fait, en 2018, que mon épouse, très rapidement, me dit, bon, Eric, t'es sympa avec ton exploration, mais nous, on va avoir des enfants, il va falloir remplir la gamelle, donc maintenant, arrête d'explorer, tu pars, tu factures, et voilà. Et quand elle me dit ça, j'ai pas encore l'idée de monter ma boîte, même si je suis à mon compte. Le à mon compte, moi, je savais que c'était on va dire un statut transitoire. Donc, Ouais. quand elle me dit ça, je me dis, OK, je vais chercher du boulot. Je me fais accompagner par une asso lyonnaise qui s'appelle Ressort, notamment. Je me fais accompagner, je fais un vrai travail sur moi parce que journaliste, c'est très vague et puis c'est très spécifique. Donc, en sortant de là, je pouvais tout faire sans savoir rien faire. C'était un peu un biais que j'avais à l'époque. Et je décide
pour me rassurer, de rentrer dans une startup de la tech à Saint-Etienne qui s'appelle travelassist.io. Je rentre en 2019 et en fait, le projet de cette boîte, c'était de proposer un service de conciergerie numérique aux voyageurs du monde entier. Déploiement mars-avril 2020. Voilà, donc mauvais timing. Le Covid arrive, il n'y a pas de déploiement parce qu'il n'y a plus de touristes. Donc il faut réduire la voilure et c'est à ce moment-là où, face à une situation où je me dis qu'est-ce que je fais quoi. J'ai plus ce projet auquel je m'étais un peu identifié. Je me suis posé la question de ce qui était mon moteur. Et en fait, mon moteur, c'était vraiment la durabilité, la pérennité des entreprises, ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, que je portais dans cette boîte chez Travel Assist. Et je me suis dit, je vais en fait le porter pour d'autres. Ok. Et à ce moment-là, je me pose la question, je me dis, je repars à mon compte ou je crée une boîte. Et ouais, je pense en 3 minutes de discernement, je crée une boîte. Je suis pas fait pour être seul. Je sais pas tout faire. Je m'épuise avec la courbe. Je produis donc je vends pas. Je vends donc je produis pas. Ouais. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de me structurer pour qu'à terme, je puisse avoir une forme de linéarité dans mon activité, quoi. Ok. Et donc Voilà. aujourd'hui, Catecon, qu'est-ce que c'est? À qui vous vous adressez? Quelle est votre unicité? Alors aujourd'hui, Catecon, c'est un cabinet de conseil et bureau d'études qui est basé à Villefranche-sur-Saône. En gros, cabinet de conseil et bureau d'études parce qu'on accompagne la transition des entreprises. Je parle de transition au sens général. Ok. C'est pas que la transition environnementale. Nous, nos drivers, avec mon associé Jean-Sébastien, c'est surtout le social, c'est la personne en fait. Et donc, on a la conviction qu'il faut aujourd'hui faire évoluer nos modèles économiques, la façon de construire nos business, la façon de développer, de déployer nos business, pour répondre à des enjeux climatiques, environnementaux, sociaux qui sont hyper importants. Et donc voilà, nous, c'est un peu ce qu'on fait avec deux grandes phases. On fait du diag, c'est-à-dire qu'on va mesurer, regarder, faire la photo de là où en est l'entreprise. Et à partir de ce diag-là, on va proposer et déployer, si l'entreprise le souhaite, un plan d'action qui peut être un plan d'action général, c'est-à-dire en gros, je pars de zéro et je crée une stratégie durable, ou un plan d'action thématique, le carbone, trajectoire bas carbone, parcours employeur, des choses comme ça. On s'adresse à des PME et à des ETI. Et en fait, on a fait un double choix très fort qu'on a matérialisé en s'installant à Villefranche il y a 6 mois, qui est de se dire on va se tourner vers les PME et les ETI des périphéries, ce que moi j'appelle les périphéries. En gros, de toutes ces entreprises dans des milieux hors grands centres urbains, grandes agglos, voire en zone extrêmement rurale, et, euh, et vers qui finalement, qui ont des enjeux, et notamment des enjeux d'emploi hyper forts, et vers qui personne ne va parce qu'ils sont un peu loin, parce qu'ils sont un peu inaccessibles, et parce qu'il y a suffisamment déjà de choses à faire dans les périphéries. Et moi qui ne suis pas un urbain de nature, et mon associé non plus, voilà, on a décidé de se tourner un petit peu vers ces boîtes-là, et puis plutôt industriel, même si à notre stade de développement, on n'est pas exclusif, Mmh, plutôt mmh. industriel parce que moi, j'aime l'industrie. En fait, j'ai une passion pour les machines, j'ai une passion pour les process de transformation, de manipulation de la matière. J'ai 5 ans de manutention dans mon parcours hein, et j'adorais ça. J'ai toujours adoré, dès que j'avais 15 jours quand j'étais plus jeune, plutôt que d'aller faire du sport où j'allais faire de l'usine. Quoi. Donc j'adorais ça. Et Jean-Sébastien a une culture Danone, il était chez Danone Eau France. Donc pareil, c'est de l'industrie agro, mais il y avait des process. Voilà, donc aujourd'hui, nos cibles, c'est vraiment PME, ETI, industriels, des zones rurales, ça c'est les cibles principales, avec l'ambition demain de nous adresser aux TPE. Mmh. Mais D'accord. c'est un autre enjeu, les TPE. Il y a des enjeux de disponibilité des ressources, pas que financières d'ailleurs, des ressources qui est pas le même que sur des boîtes un peu plus structurées de plus de 50 personnes. Quoi. Ouais. Et on pourrait croire que ça s'adresse à des gens qui ont les moyens parce que ça coûte cher potentiellement, non, de travailler là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça dépend vraiment en fait de l'ambition et puis du point de départ. Toute la partie diagnostic, c'est un coût qu'on arrive parfois à faire supporter d'une façon ou d'une autre parce qu'avec l'ADEME, avec les régions, il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place et qui peuvent permettre d'absorber une partie du coût. Donc le coût final pour une boîte qui fait, j'en sais rien, qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, si elle est monocyte par exemple, voilà, elle ne devra pas sortir de sa poche si on s'en sort bien et qu'on arrive à trouver les bons leviers, elle ne sortira pas plus de 5 000 € de sa poche pour une presta qui peut aller jusqu'à une dizaine, quinzaine de jours, ce qui est objectivement
ce qui est objectivement pas grand-chose. Ça ne veut pas Mm. dire que ça lui coûtera, que la presta est valorisée à 5 000, hein, mais ça veut dire qu'elle, elle sortira Ouais, directement ouais, ouais. ou elle se fera rembourser et le coût final pourra être de 5 000 euros. Ensuite, sur la partie déploiement de la stratégie durable, là, c'est hyper variable. C'est hyper variable. Il y a des choses dont le ROI est hyper facile à mesurer. Si on fait un diagnostic, un bilan matière, par exemple, sur les déchets, pour à la fois réduire les déchets à la source et puis lancer l'entreprise dans une logique d'économie circulaire, on peut même quasiment, nous, aller se faire payer en success fee parce qu'on sait qu'il y aura des économies d'échelle hyper importantes qui vont être mises en place. Si on travaille sur la partie parcours collaborateur, plan de formation, la carrière, et qui va jouer sur la marque employeur, Ouais. là, le ROI sera peut-être moins financier, moins palpable, en tout cas immédiatement, puisqu'on va surtout travailler sur la baisse du taux de turnover, sur l'engagement des équipes, sur la montée en compétences et donc la montée en qualité de la production. Et là, c'est des choses qu'il faudra prendre un petit peu plus de temps pour mesurer. Mais voilà, donc donner un coût en disant une entreprise, tu veux t'engager dans une démarche de transition, voilà combien ça va te coûter. Je me risque surtout pas sur ce terrain parce que la profession va me tomber dessus. Et puis moi, Mais donc, c'est quand même plutôt une démarche d'investissement plutôt que de c'est une coût. démarche C'est-à-dire d'investissement. qu'il y a une idée d'impact, il y a une idée de croyance, de valeur, etc. Mais il y a Ouais, aussi un ROI quelque part pour la boîte qui est plus ou moins mesurable, plus ou moins facilement mesurable en fonction aussi peut-être de la maturité de l'entreprise ouais, c'est ça. Et puis à suivre ces indicateurs. en fonction de ce qui est mis en place. Mais c'est ça. En fait, j'aime bien cette notion de croyance. C'est une question de valeur, c'est une question de driver. Non, alors clairement pas la RSE, c'est pas une question de valeur. Le fait d'avoir des drivers, le fait de s'intéresser au changement climatique, de s'intéresser à son impact social, sociétal, territorial, bien sûr, ça va aider la transition. Ça va aider la transition. Mais alors moi, j'ai une conviction, ma croyance à moi, en tout cas, si je dois utiliser ce terme-là, c'est très clairement que si tu prends pas en tant que chef d'entreprise de virage de la RSE maintenant, tu n'existeras pas dans 10 ans. Donc c'est une question Mm. de performance, c'est une question de pérennité d'abord, et c'est une opportunité géniale quand tu as ces valeurs-là d'aligner ton modèle d'entreprise sur tes valeurs. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, aujourd'hui, vu les directions que prennent les réglementations, que prennent les attentes des grands comptes, notamment vis-à-vis de leurs fournisseurs, et vu la pression du marché, et notamment du consommateur final, si tu t'engages pas dans un chemin de transition maintenant, je pense que tu te mets en danger demain, quoi. Ouais. Donc c'est d'abord une question de pérennité et de performance, et aussi du coup de performance économique. Ouais, d'accord. Et comment est-ce que toi tu vois parler un peu de vous en plus de vos clients, comment est-ce que toi tu vois le cabinet se développer? C'est quoi ton ambition pour Catecon? Alors nous, l'ambition pour Catecon, c'est de grossir jusqu'à atteindre une taille de vitesse de croisière d'une quinzaine, vingtaine de collaborateurs. Mhm. Pas plus. On n'a pas comme ambition de se faire absorber par des gros ou d'aller concurrencer les gros sur leur terrain, et de devenir la référence sur la transition durable de l'industrie du TP, de l'industrie du TP. Idéalement, si on est de la référence dans les industries rurales, hein, à prendre avec des pincettes cette expression rurale ou périurbaine, on sera de Ouais, toute façon la référence pour les industries urbaines aussi. Mais voilà, nous, notre ambition, elle est là, et elle est finalement de conserver et de renforcer toute la partie diagnostic qui est hyper importante pour agir après, et puis d'internaliser de plus en plus de sujets sur lesquels, là, pour le coup, nous, on a des drivers perso, des valeurs personnelles qui font qu'on a envie d'y aller, quoi. Donc, Mhm. moi, on accompagne sur des trajectoires de décarbonation les entreprises, ça on sait faire, on y allait, on accompagne sur tout le volet accompagnement de la personne, donc le volet collaborateur, on sait faire. Et demain, ce que j'aimerais, c'est partir sur de l'économie circulaire, partir sur de l'éco-conception, sur les volets environnementaux. Et puis, on est en train en ce moment de travailler sur deux développements que sont la biodiversité, driver personnel, et l'impact l'ancrage territorial, qui sont aussi, enfin moi, ma carrière journalistique, je l'ai faite dans la presse des territoires, hein, dans la presse locale, c'est parce que j'ai besoin de cet ancrage, et j'ai envie de le retrouver aussi demain chez Catecon. Et puis D'accord. avec des profils seniors et des profils juniors, j'aimerais aussi qu'on joue vraiment la carte de la diversité sur les profils qui viennent chez nous, qu'on joue cette carte-là en interne d'abord, quoi, avant de le proposer et avant de dire à nos clients il faut faire comme ça, de le faire nous-mêmes, quoi. Ouais, très bien. Et alors, j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous passez pas mal de temps à rencontrer des dirigeants, des entreprises et à faire le boulot, etc. À 15-20, comment est-ce que tu imagines l'évolution de ton rôle de dirigeant?
Ouais, c'est de passer, ça va être une frustration, je pense d'ailleurs, mais je vais devoir sortir un peu les mains du cambouis pour être plus dans une logique de pilotage global. Et ça veut dire que moi, je vais avoir besoin de trouver un petit équilibre entre le volet managérial et puis le volet un peu administration globale, pilotage global de l'entreprise. Donc, à savoir où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on développe, quel type d'offres on va mettre en avant, sur lesquelles il faut qu'on mette le paquet, tout ça. Voilà, ça, ce sera demain. Moi, aujourd'hui, je fais tout ça, mais je produis aussi et je vends aussi beaucoup. C'est surtout Jean-Sébastien qui produit. Moi, je suis sur toute la partie développement commercial. Demain, c'est sûr que j'aurai moins les pieds dans le, on va dire les mains dans, les mains dans le moteur. Ouais, Mon équilibre, ce sera quand même de trouver, pour rester au contact de la réalité de mes équipes, de trouver des petites passerelles entre ce boulot qu'on aura d'ailleurs, parce que je dis je, mais j'en sais aussi, hein, qui est aujourd'hui en charge de la prod. Jean-Seb devra prendre aussi de la hauteur, du recul et un peu de distance par rapport au quotidien chez le client notamment, hein, je pense à ça. Voilà, ce sera trouver un équilibre. Te dire comment exactement ça va se faire, j'en sais rien. ouais, Je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas. Mais mon intuition, elle est de me dire qu'il faudra que je sorte d'une rôle un peu de super de super commercial et de premier ouais, commercial de ma boîte pour prendre la casquette et les petits galons du pilote et aller en route vers la durabilité, quoi. Tu vois, très bien. Ouais, ce sera un équilibre à trouver. ça marche. Si on fait l'exercice un peu inverse et qu'on regarde dans le rétroviseur sur ta carrière professionnelle variée, tu l'as dit, et puis ces quelques années d'entrepreneuriat, est-ce que tu as un apprentissage à nous partager? Alors, déjà, moi, j'avais la croyance qu'il fallait avoir cette vocation d'entrepreneur pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je ne ferai pas le chemin inverse. Je pense pas. Sauf s'il faut faire manger des enfants, parce que le premier sens de mon travail, c'est quand même de nourrir aussi, enfin de contribuer à nourrir et à assurer la vie de ma famille. Ouais, Moi, j'avais cette conviction que j'étais pas fait pour être entrepreneur. Voilà. Donc, la première chose que je peux partager, c'est à partir du moment où j'ai trouvé un projet dans lequel je me suis dit humainement je vais m'épanouir. En fait, c'est le projet qui a décidé que j'allais être entrepreneur. Et je l'ai attrapé à bras le corps, là, pour le coup. J'ai lutté contre tous les syndromes habituels d'imposteur, d'incompétence, de ce que tu veux, en me disant, en fait, là, je suis à ma place, donc j'y vais. Et ça, c'est la première leçon. C'est-à-dire, s'il y a une opportunité et que je me sens aligné, même si je ne me sens pas l'âme d'un entrepreneur, je peux y aller. Euh, la deuxième leçon, partage en tout cas d'expérience, c'est de savoir bien s'entourer. Moi, c'est important là pour le coup, c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident au départ, et surtout, moi, j'ai cru à une ou deux reprises bien m'entourer. Et en fait, j'ai pas choisi de mauvaises personnes dans mon entourage, j'ai choisi des personnes assez géniales, mais on n'était pas alignés sur la vision, on n'était pas alignés sur le projet, on n'était pas alignés sur ce qu'on attendait en plus même financièrement du projet. Et en ce sens-là, bah, il y a un moment, ça a frotté et il y a eu des ruptures, il y a eu des séparations qui ont été, moi, je les ai vécues très douloureusement. Et la leçon que j'en tire, c'est pas que je m'étais entouré de mauvaises personnes, mais c'est que je m'étais entouré de personnes qui n'étaient pas à leur place dans cet entourage-là. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je processe un peu plus et je suis beaucoup plus attentif à la façon dont je m'entoure. Et il y a des sujets qui sont pas tabous, il y a des attentes aussi qui sont pas tabous, il y a des exigences dans la relation qui sont pas tabous. Et avant, j'étais plus dans une logique du bah vas-y, viens, un peu en mode hippie d'entrepreneuriat, quoi. Viens dans mon van, on va se marrer, on sait pas où on va. Et ben en fait, du coup, on est allé nulle part, quoi. Donc voilà, si on a envie d'aller quelque part, il faut au moins qu'on ait un alignement, donc bien s'entourer. Et peut-être la troisième chose que je garde, moi, de cette histoire de parcours, c'est bah, il faut pas avoir peur de produire. Et en fait, en fait, c'est mon client qui me donne ma légitimité. Et ça a été hyper important parce que c'est vrai que moi, arrivant avec ce profil très généraliste de journaliste, j'avais ce talent, ce don et cette compétence de l'information. Donc, je sais aller chercher de l'info, je sais aller l'analyser. Donc, le diagnostic, toute la partie diagnostic, je sais faire ça là-dessus, j'ai les compétences. Mais mes premiers clients m'ont dit, mais on a adoré la façon dont tu as mené le diag, on a envie que ce soit toi qui nous aide à déployer. ouais, Voilà. Et moi, je me suis retrouvé comme ça en disant oh là là, je peux pas, j'ose pas. Et en fait, j'ai respiré un grand coup. J'ai été hyper transparent avec mes clients. C'est-à-dire que j'aurais dit écoutez, moi, je me sens capable de déployer avec vous, mais attention, j'ai jamais fait.
Donc, pour être capable de faire, il va falloir qu'on fasse ensemble. Et si j'ai besoin de ressources, j'irai les chercher. Ouais. Mais il faut que vous acceptiez que je vais être dans une phase d'exploration avec vous. Donc, en vraie transparence, ils ont dit oui. Et donc, j'ai pu explorer un accompagnement top, mais parce qu'ils ont dit oui. En revanche, ça m'a aussi un peu décomplexé cette histoire, parce que je me suis dit, en fait, je suis capable de mettre en place des projets, je suis capable d'accompagner des transformations, d'accompagner des changements. Et aujourd'hui, mon enjeu, c'est de garder en tête l'humilité, de me dire, bah, quand j'atteins une limite, en fait, il faut que je sois capable de la reconnaître et puis d'aller chercher, du coup, la ressource qui va me permettre de dépasser cette limite-là. Mais voilà, ce sera un peu les trois. J'étais assez long là-dessus, mais ce serait Ah, vraiment ouais. les trois points sur lesquels, en tout cas, moi, quand je regarde dans le rétro, où je me dis, tiens, ça, c'est des trucs que je vais garder toute ma vie. Bon, c'est génial, en même temps c'est très frustrant parce que tu ouvres trois portes très C'est ça. intéressantes, mais on est déjà au bout du timing. Ouais, Je retiens notamment sur le troisième, quelque part, ce sujet de transparence et peut-être de vulnérabilité, d'assumer aussi une certaine vulnérabilité en interne vis-à-vis des clients, etc. Et quelque part, quand on arrête d'être l'entrepreneur héros qui est censé avoir réponse à tout et qui porte toute la responsabilité sur son dos, on s'enlève quand même d'un sacré poids et on libère ouais, ouais, énormément d'énergie. Donc ça me fait vraiment écho ce que tu dis là sur la transparence vis-à-vis des clients notamment. Mais je pense que c'est aussi vrai en interne avec ses équipes. On peut c'est avoir vrai. tendance à avoir été éduqué longtemps avec des mantras comme être entrepreneur, c'est importer du stress et ressortir de l'optimisme, etc. Moi, personnellement, je m'inscris plutôt en faux par rapport à ça. Oui, il faut prendre ses responsabilités, oui, il faut prendre des décisions, mais il peut être aussi assez intéressant d'avoir une relation adulte-adulte avec ses équipes et avec ses clients, quoi. Ouais, et puis souvent on confond le je sais pas et je ne peux pas, ce qui sont pas du tout les mêmes choses. Et puis je pense que tomber l'armure et reconnaître et partager ses limites, finalement, bah, c'est le meilleur moyen d'être capable de les dépasser d'une certaine façon. Et puis le business, c'est de la relation. Donc être en transparence avec son client ou avec son partenaire, c'est aussi renforcer la relation. Et c'est jamais perdant de travailler la relation, moi je pense pas. Yes, génial. Écoute, Eric, merci beaucoup. Comment est-ce que les dirigeants qui sont intéressés par vos services te contactent ou vous contactent? Alors, il y a deux possibilités. Le premier, c'est par LinkedIn, hein. Idéalement, je suis assez connecté, donc soit sur la page de Kathekon, Kathekon, ou sur mon profil en direct, hein. Je suis ouvert au dialogue. Et puis sinon, on a un site web qui s'appelle projet-kathekon.com, qui va être retravaillé. Donc, on n'a pas encore de landing page, mais il y a possibilité de nous contacter et d'avoir en tout cas tous nos mails et téléphones par ce biais-là, quoi. Eh ben parfait, on mettra tout ça en commentaire de l'épisode. Merci beaucoup, Eric, d'avoir répondu à mes Merci, questions. merci de m'avoir invité, parce que j'ai trouvé que cette conversation était hyper intéressante, et c'est toujours sympa d'avoir des moments comme ça privilégiés où on se pose un peu et on regarde le parcours. Et merci pour tes questions et ton regard hyper positif qui m'a permis, je crois, d'exprimer ce que j'avais envie de dire.